Allô tout le monde. OK, ben je propose qu'on commence. De toute façon, pour débuter, c'est vraiment juste ma présentation de moi-même, là. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on va parler d'alimentation intuitive, qui est un sujet qui est très à la mode, puis qu'on pense des fois qui n'est pas approprié pour le diabète de type 1, mais moi, je pense autrement. Donc, je vais vous présenter un peu ce que c'est, puis ma proposition pour l'adapter au contexte du diabète de type 1. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au cours de la présentation. Essayez de ne pas utiliser le chat pour les questions, mais vraiment le Q&A. Si c'est des questions que l'équipe Type 1 Better peut vous répondre, ils vont vous répondre directement. Sinon, moi, ça va aller plus vers la fin que je vais répondre à vos questions. Donc, le plan de la présentation. Qu'est-ce que l'alimentation intuitive? Pourquoi l'envisager en contexte de diabète de type 1? Puis, est-ce possible de manger de façon intuitive sans nuire à la gestion de sa glycémie? Là, je me rends compte que je ne me suis pas présentée. Je pense qu'on n'avait pas mis de slide là-dessus. Mais bref, je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Claudia Hull, je suis nutritionniste depuis 2010. Je suis diabétique de type 1 aussi depuis 1997. La mode est beaucoup à dire que nous sommes des personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Moi, je suis encore de celles qui disent que je suis diabétique, mais j'apprécie que les professionnels de la santé fassent l'effort de dire que nous sommes des personnes vivant avec le diabète de type 1. J'avoue que ça me faisait toujours un petit peu quelque chose quand ils parlaient de nous, les diabétiques, comme si on était toute une masse pareille, comme si c'était l'horoscope. Donc, mais moi, je me présente encore comme étant une diabétique de type 1. Donc, qu'est-ce que l'alimentation intuitive? Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été créé pour les personnes qui vivent avec le diabète du tout. Ce n'était pas ça l'idée. Ça a plutôt été créé pour les personnes qui ont toujours été à la diète amaigrissante, qui tentent de maigrir depuis si longtemps, puis qu'on a vu tous les torts que ça a causé d'être à la diète. On connaît tous des gens qui sont à la diète depuis leur adolescence, puis ça finit jamais, puis ils ne sont pas nécessairement heureux dans ce modèle-là, puis ils ne sont pas nécessairement plus minces de toute façon. Donc, ça a plutôt été créé pour eux. Ce n'est pas une méthode de perte de poids et ce n'est certainement pas une méthode de gestion de glycémie. Donc, pour nous, il faut vraiment l'adapter. Je vais juste enlever ma barre qui me cache moi-même l'écran. OK. Donc, c'est une alternative justement aux restrictions alimentaires. C'est une façon d'apprendre à se connecter avec nos signaux de faim et de satiété. Ça a 10 principes de base. Je vous les présente très rapidement, puis après ça, on va en reparler. On va en reparler plus longtemps. Donc, ça, c'est les 10 principes de base. On en parle plus loin parce que je sais que je vais manquer de temps sinon. Donc, on va en parler plus loin. Je vais les adapter, ces principes-là. Je vais vous les présenter puis de façon adaptée au diabète de type 1. Donc, quand on mange de façon intuitive, les gens ont parfois l'impression qu'on parle de manger n'importe quoi, n'importe comment, comme s'il n'y avait plus de. Comme si ça voulait dire, à partir de maintenant, je vais manger juste du gâteau, puis je vais manger juste des chips, puis c'est tout, puis ce sera ça, c'est ça l'alimentation intuitive. Mais c'est vraiment pas ça. En fait, l'alimentation intuitive, quand on mange de façon intuitive, on va se fier à nos signaux de faim, on va se fier, oui, à nos envies, puis on va se fier aussi au côté de l'information qui est plus pratique. Donc, par exemple, nous, on a beaucoup de connaissances sur l'alimentation, sur la nutrition. Donc, c'est un mélange de tout ça pour faire des choix alimentaires. Puis, les envies, c'est sûr que quand quelqu'un qui s'est empêché de manger du chocolat toute sa vie, qu'on lui dit qu'il peut en manger, peut-être l'envie va prendre plus de place dans certaines décisions pendant un certain temps, mais vous essayerez de manger juste du chocolat 3 fois par jour, 6 fois par jour avec les collations. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez avoir envie d'autre chose. Votre corps va vous amener à vouloir manger autre chose aussi. Donc, pourquoi l'envisager en contexte de diabète de type 1? Donc, sur le long terme, on sait la restriction alimentaire, là, je ne parle pas de diabète, je parle vraiment pour le côté poids. La restriction alimentaire, c'est un prédicteur d'un gain de poids. Donc, les gens suivent une diète souvent en voulant perdre du poids, en pensant que c'est comme ça qu'ils vont perdre du poids. Et souvent, ça crée le contraire. C'est un des plus grands prédicteurs d'un gain de poids, là. Puis, c'est un grand prédicteur aussi des troubles alimentaires. Donc, les gens qui sont à la diète ont développé des troubles alimentaires. Fait que moi, je me dis, est-ce qu'il faudrait aussi se questionner sur l'impact sur la glycémie de la restriction alimentaire? Parce que nous, dans le fond, notre traitement, surtout ceux comme moi, que ça fait des années qui sont diabétiques de type 1, le traitement, c'était très, très rigide. Il y avait vraiment des restrictions au niveau de l'alimentation, surtout avec les anciennes insulines. Puis, est-ce que ça a un impact sur la glycémie? On voudrait croire que ça a un impact positif, mais peut-être que ça n'a pas un impact aussi positif qu'on pensait, de la même façon qu'avec la perte de poids, ça n'a pas eu un impact positif, les diètes. Donc, dans le contexte de diabète de type 1, dans le fond, on va parler de nos risques de développer des troubles alimentaires. Donc, tout le monde connaît un peu les troubles alimentaires qui sont plutôt francs. On appelle les troubles alimentaires qui sont spécifiés. Par exemple, si je vous dis anorexie, boulimie, vous allez connaître ça. Il existe aussi l'hyperphagie, qui est le même principe que la boulimie, c'est-à-dire de surmanger des grandes
quantité de nourriture, mais avec pas de compensation. Donc, il ne va pas y avoir de vomissement ou d'exercice intense ou de laxatif par la suite. Puis, il existe un trouble alimentaire qui est très spécifique aux diabétiques de type 1, qui est la diaboulimie. Donc, ça, c'est de la boulimie. Puis, la façon de purger, dans le fond, au lieu de se faire vomir, ça va être de diminuer vraiment, vraiment beaucoup les doses d'insuline ou de sauter des doses d'insuline. Donc, ça va nous rendre dans un état acétocétose qui va nous faire perdre du poids parce que là, on va aller gruger dans le gras. Mais c'est aussi vraiment quelque chose qui est très mortel, comme vous savez, comme moi. Donc, c'est un trouble alimentaire. En toute honnêteté, moi, j'ai souffert de ce trouble alimentaire-là pendant des années quand j'étais ado. Donc, je connais très bien ce trouble alimentaire-là, mais il est très, très spécifique à notre groupe. Il n'y a personne d'autre qui peut avoir ce trouble alimentaire-là. Chez les diabétiques de type 1, on va parler d'une personne sur 14 qui a souffert ou qui souffre d'un trouble alimentaire spécifié comme ça. Puis, il y a 2,5 fois plus de chances chez les ados type 1 que chez les ados qui ne sont pas type 1. Donc, c'est vraiment il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. Sinon, il y a aussi tous les troubles alimentaires qui ne sont pas spécifiés. Donc, on parle de relations troublées avec l'alimentation. Donc, c'est d'avoir des comportements qui ne sont pas tout à fait normaux avec l'alimentation, d'avoir toutes sortes de restrictions, toutes sortes de pensées négatives, d'obsessions. Donc, ça ne va pas nécessairement rentrer dans les diagnostics médicaux. Par contre, c'est très souffrant aussi. Puis ça, il y a jusqu'à 2 femmes sur 5 entre 15 et 30 ans qui ont le diabète de type 1 qui en souffrent. Donc, c'est quand même presque la moitié d'entre nous qui souffront d'une relation troublée avec l'alimentation. Je n'ai pas les statistiques sur les hommes ici. Puis, on a 20 plus de chances que les non-diabétiques de type 1. Donc, le fait d'avoir le diabète de type 1 augmente grandement nos chances d'avoir une relation qui est troublée avec l'alimentation. Je pense que ça fait du sens. Donc, on peut comprendre d'où ça vient. Tout ça, les troubles alimentaires et la relation troublée avec l'alimentation, ça a des conséquences qui peuvent être aiguës immédiates, là, comme justement l'acétocétose de toute évidence ou une hypoglycémie sévère, par exemple. Mais ça a aussi des conséquences chroniques. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de chances de développer des complications à long terme, des complications que vous connaissez très bien au niveau des yeux, des reins, par exemple. Mais ça a aussi d'autres complications. Si, par exemple, de mes 14 à 20 ans, j'ai souffert d'un trouble alimentaire qui m'a isolée, bien, peut-être que je n'ai pas fait les études que je souhaitais faire. Peut-être que je n'ai pas développé des compétences sociales comme je le voudrais. Donc, ça peut me suivre vraiment à long terme. Donc, ça a vraiment un impact important. OK. Bon, ma barre me cache à chaque slide. Attendez, je ne vois même pas ce qui est écrit. Donc, les réalités thérapeutiques et ou familiales de la vie avec le diabète de type 1, bien, c'est pas moi qui vous l'apprends encore une fois, mais il y a des approches qui peuvent être parfois très culpabilisantes ou qui sont très axées sur les résultats. Donc, ça peut venir de l'équipe de soins qui va vraiment se fier juste à nos résultats de glycémie, nos résultats de CGM ou à nos hémoglobines glyquées, à nos variations de poids, qui va juger parfois notre alimentation. Donc, vous savez, comme moi, ça peut venir de notre milieu, de notre famille, de nos proches, de nos amis, de nos collègues de travail. Ça peut venir aussi de nos équipes de soins là, qui oublient un petit peu de voir la personne dans son entièreté, mais qui voient juste les résultats dans le sang ou sur la balance, par exemple. Donc, ça peut vraiment causer quelque chose qui est très culpabilisant. Nous-mêmes, on peut avoir un sentiment de honte internalisée. Donc, nous-mêmes, on peut se juger sur les mêmes valeurs parce que c'est un petit peu comme ça qu'on a été éduqués en tant que diabétique. Donc, moi, je me souviens très bien, plus jeune, de l'espèce de thermomètre que vous vous rappellerez peut-être. L'hémoglobine glyquée qui disait ça c'est bon, ça c'est excellent, ça c'est mauvais, ça c'est terrible. Puis je me rappellerai toujours d'un patient qui était rentré dans mon bureau en me disant c'est terrible, je suis terrible, c'est vraiment terrible. Puis je disais de quoi tu parles, de quoi tu parles? Puis il m'avait montré le thermomètre au mur, m'avait dit, regarde, je suis là, dans cette zone-là, je suis terrible. Donc, c'était devenu, lui, la personne terrible et non pas l'hémoglobine glyquée qui était terrible, en fait, là, qui n'est pas un mot que j'aimerais utiliser, là, que je préfère qu'on n'utilise pas. Je ne sais pas si ça existe encore, là, cette espèce de thermomètre-là, mais dans mon temps, ça existait. Donc, on peut avoir une baisse d'estime de soi, évidemment, parce qu'on passe beaucoup de temps à s'auto-juger et à se faire juger. Donc, on peut développer des sentiments d'infériorité face à notre équipe médicale ou à nos proches ou à notre famille. On peut ressentir le devoir de tout le temps justifier tout ce qu'on fait, ce qu'on mange, pourquoi je suis en train de manger une barre de chocolat, pourquoi je mangerais des chips. Donc, on va créer aussi cette espèce de sentiment-là qu'on est observé puis jugé à tout moment. Les facteurs de risque pour les troubles alimentaires, mais il y a des facteurs de risque qu'on ne peut rien faire. Malheureusement, l'âge
c'est la vie, là. Donc, selon le moment du diagnostic, c'est plutôt à l'adolescence qu'il va y avoir adolescence jeune adulte qu'on va développer des troubles alimentaires. Le genre, ça touche plus les femmes, mais ça touche aussi les hommes. L'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, donc en gros le poids par rapport à la taille. Plus notre IMC est élevé, plus on a des chances d'avoir des troubles alimentaires, de développer des troubles alimentaires parce que, premièrement, on peut être beaucoup jugé sur notre IMC. Encore une fois, par la famille, les proches, la société ou dans le bureau du médecin. Nos caractéristiques personnelles aussi peuvent nous prédisposer à avoir des troubles alimentaires. Puis après ça arrive un diagnostic de diabète de type 1. Ça peut faire une bombe. Le type de support familial qu'on a aussi peut encourager ou être protecteur pour développer des troubles alimentaires. Notre image corporelle, donc notre vision de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, ce qu'on va parler plus, c'est l'approche nutritionnelle. Donc, l'approche nutritionnelle a aussi un grand rôle à jouer sur nos chances ou notre malchance de développer un trouble alimentaire. Donc, dans l'approche, il y a l'approche qui est préconisée par le patient, bien entendu, mais souvent, la première approche qu'on va avoir entendue, ce n'est pas nous qui l'avons mis en place, c'est plutôt l'équipe de soins, c'est ce qu'on nous a proposé au moment du diagnostic, puis on ne se fait pas toutes proposer la même chose, là, surtout ceux qui ont été diagnostiqués il y a longtemps versus aujourd'hui. Donc, dans l'approche nutritionnelle actuelle, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir une planification des repas qui peut être assez rigide avec des horaires. Donc, faim, pas faim, il faut que tu manges à cette heure-là, comme ça. Tant de féculents, tant de fruits, tant de lait par repas. En pédiatrie, c'est souvent beaucoup filles, 14 ans, voici le plan. Garçons, 12 ans, voici le plan. Donc, c'est assez rigide. Il n'y a pas de place beaucoup à la personnalisation. Il y a des mesures précises des aliments. Donc, on peut peser, mesurer, tout ça, comme je ne vous apprends rien. L'apport en glucides est constamment surveillé, constamment calculé. On ne va pas nécessairement s'en sortir du calcul, mais bon, ça, c'est aussi quelque chose de notre réalité, c'est aussi qu'on doit vivre avec ça. On va avoir des restrictions. Par exemple, on va restreindre certains aliments ou manger d'autres aliments en prévention de ce qu'on va faire. Donc, en hypoglycémie, de toute évidence, faim ou pas faim, il faut régler ça. En prévention de l'hypoglycémie. Donc, je sais que je m'en vais faire du sport tantôt, je vais peut-être manger plus de glucides ou je vais être obligée de faire une stratégie nutritionnelle. Quand je consomme de l'alcool aussi, il y a probablement quelque chose que je dois faire, que ça peut être au niveau de la nutrition ou au niveau de l'insuline. Donc, je dois faire quelque chose qui ne va pas nécessairement répondre à mon vrai besoin actuel. Il y a aussi le sentiment de honte qui va être lié à la surcorrection d'hypoglycémie. Donc, le fameux manger 15 grammes, puis finalement, on mange 45 grammes. Puis, il y a beaucoup de jugements reliés à cette surcorrection-là d'hypoglycémie qui n'est pas nécessairement toujours facile à freiner. Puis, je sais qu'il y a toutes sortes d'études là, de l'équipe Better qui se fait. Puis, peut-être qu'on n'avait pas si tard que ça de surcorriger parfois. On surcorrige peut-être un peu trop des fois, mais de corriger plus que le 15 grammes, je ne sais pas si l'étude a été publiée, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui s'en vient sur ça. L'alimentation est scrutée, commentée par l'équipe, la famille, les proches. Ça, c'est clair. Donc, même si vous avez des bons résultats de glycémie, il y a quelqu'un, quelque part, qui regarde ce que vous mangez tout le temps et qui juge ce que vous mangez. Donc, ça, c'est sûr aussi que ça fait partie de notre réalité. Ce n'est pas tout le monde là, qui doit écrire ce qu'ils mangent, se faire poser des questions sur ce qu'ils consomment et tout ça. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui fait un peu l'effet Big Brother, là, qu'on se sent tout le temps constamment surveillé. Il va y avoir évidemment une double préoccupation par rapport à l'alimentation. Donc, on n'est pas à l'abri. Bon, je regarde ma glycémie, mon Dexcom qui vient d'embarquer. J'ai mon petit sirop d'érable à côté. Je vais peut-être être obligée de prendre un petit shooter en vous parlant. Donc, la double préoccupation, on a une préoccupation par rapport à notre gestion de la glycémie, de toute évidence, mais on peut avoir aussi une préoccupation par rapport au poids, parce qu'on est comme tout le monde. Il y a quasiment tout le monde a une préoccupation par rapport au poids. Là, je pense que c'est à peu près 2 tiers de la population. Donc, nous, on va avoir cette double préoccupation par rapport à l'alimentation. Donc, ici, l'effet néfaste de l'approche actuelle, bien, au niveau alimentaire, les patients vont créer de la restriction volontaire des glucides, la restriction volontaire des calories. Au niveau cognitif, bien, on apprend, je m'excuse, je me sers vraiment un vrai shooter de sirop d'érable en prévention de l'hypoglycémie. Donc, au niveau cognitif, on va se fier sur les signaux externes pour manger. Donc, c'est le plan alimentaire qui va me dire ce que je dois manger ou pas, que j'ai faim ou pas. C'est mon médecin, mon infirmière, ma nutritionniste qui va dicter ce que je dois manger. Donc, encore une fois, c'est déconnecté de mes signaux internes. C'est ma glycémie, parfois, comme là, qui me dit « je dois manger ». C'est pas moi qui ai faim, je viens de manger. Fait que c'est la glycémie aussi qui va me gérer mes signaux qui va me
qui va remplacer mes signaux de faim et satiété pour certains apports alimentaires. Donc, nos signaux internes de faim, de satiété, de rassasiement, ça se peut qu'ils sont vraiment faibles maintenant, qu'on les ait un peu perdus. J'ai écrit entre parenthèses, pas perdus, dans le sens que c'est pas mort, là. C'est pas plus jamais on va les ressentir, mais ça se peut qu'on les entende plus ou ils n'existent plus vraiment présentement, mais ça se répare, ça va revenir. Le sentiment de privation, le sentiment d'échec, comme je disais, et tout ça peut nous mener dans un cercle vicieux, le cercle vicieux des restrictions. Donc, je vous montre ici. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, on désire contrôler notre alimentation pour gérer la glycémie, répondre à des critères de notre équipe de soins, par exemple, ou on veut gérer le poids, on tombe en restriction. Finalement, au bout de quelques temps, on tombe en espèce de rage alimentaire. Donc là, on a la honte et la culpabilité, un sentiment d'échec, comment ça, je ne suis pas capable de me retenir, comment ça, j'ai ces pensées obsessives-là envers, par exemple, la crème glacée, où chacun on a nos rages différentes. C'est une perte de contrôle. Donc là, je vais en manger de la crème glacée à l'infini. J'ai encore plus honte, je me sens coupable, je suis un échec, je suis terrible, une baisse d'estime de moi. Ensuite, bien ça, bien sûr, peut mener à un débalancement de la glycémie et ou à une reprise de poids pour les gens qui tentaient aussi de contrôler leur poids. Donc voilà, on est pogné dans ce cercle-là, on recommence. On dit, j'arrive pas à gérer ma glycémie, je dois être plus sévère, je dois faire des meilleures restrictions, je dois me retenir à mes restrictions. J'ai repris mon poids, il faut que je reperde du poids, je vais être encore plus sévère. Donc, on tombe dans ce cercle-là, puis ça tourne longtemps, là. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite, évidemment. Les conséquences de la mauvaise relation à l'alimentation, bien, dans notre cas, on va dire équilibre glycémique compromis. Tout à fait. Donc, le fait d'avoir une mauvaise relation aux aliments, ça ne va pas nous aider à gérer la glycémie. Ça va plutôt nuire à gérer la glycémie. Les conséquences, on les a vues tantôt. Ça peut être immédiat, sévère. Ça peut être à long terme, sévère aussi, chronique presque, là. Donc, puis le bien-être, là, je parle beaucoup du côté physique, mais notre bien-être mental aussi qui est grandement affecté, là. Comme je le disais tantôt, c'est pas rare que des jeunes, pendant leur trouble alimentaire, ne vont pas nécessairement faire les études qu'ils avaient envie de faire, ne vont pas nécessairement créer leur avenir plus tard. On peut se rattraper, mais c'est plus compliqué de retourner aux études à 35 ans quand on est guéri de notre trouble alimentaire que d'avoir fait le chemin, on va dire, un peu plus typique. Le traitement médical pour une mauvaise relation aux aliments, idéalement, ça prend quelqu'un qui a une expertise sur le trouble alimentaire, une expertise sur le diabète de type 1 en même temps. Puis moi, je vais même ajouter que si dans votre tête, il y a aussi une espèce de désir de perte de poids, bien, il faut quelqu'un qui comprenne très bien la gestion du poids. C'est assez difficile d'avoir un professionnel qui comprend très bien tous ces aspects-là et qui a le temps en même temps. Donc, il n'y en a pas partout, là. Je vais vous nommer, par exemple, l'organisme ANEB, qui travaille beaucoup avec les troubles alimentaires. Ils ont des connaissances sur le type 1. On en a parlé ensemble, là, puis je ne sais pas si on va faire un projet ensemble, mais vraiment pas, en fait. Là, je ne vais pas lancer des rumeurs, mais tout ça pour dire que les patients, ce qu'on me rapporte, c'est que quand ils consultent en psychologie, si la personne n'a pas de connaissances en type 1, ça ne fonctionne vraiment pas bien et vice-versa. Donc, ça prend une espèce de connaissance très globale de la situation. Donc, est-ce possible de manger de façon intuitive sans nuire à la glycémie? Oui, tout à fait. Donc, je reviens avec mon petit graphique de tantôt. Donc, le choix qui est guidé à la fois par nos signaux de faim, nos envies, le côté plutôt information, connaissance. C'est sûr que nous, ce côté-là, il va prendre pas nécessairement plus de place, mais on ne pourra jamais l'oublier. On ne peut pas ne pas calculer nos glucides, c'est impossible. C'est juste qu'on est capable de naviguer là-dedans tout en ayant cette espèce de devoir de calcul de glucides? Moi, je pense que oui. Puis j'aime appeler ça le mangeur intuitif informé, qui est un peu l'équivalent de ce que l'alimentation intuitive nous propose, mais souvent, l'alimentation intuitive, ça paraît qu'ils ne l'ont pas créé pour des maladies chroniques. Juste pour mettre l'accent là, sur le côté informé, moi, j'aime appeler ça le mangeur intuitif informé. C'est vrai en type 1, mais c'est vrai en type 2, puis c'est vrai en toutes sortes de maladies aussi. Donc, comment on peut arriver à manger de façon intuitive malgré le diabète de type 1? Donc, première chose que je vais vous proposer, c'est sûr que s'il y a un trouble alimentaire ou une relation troublée aux aliments, il faut absolument, absolument l'adresser. Donc, ça va être impossible de passer par-dessus. C'est un passage obligé. Donc, ça se peut qu'en adressant le trouble alimentaire, on soit dans
notre choix ne va être pas le plus informé au niveau des glucides. Ça va être vraiment aucune restriction à prévoir, faire abstraction de l'alimentation parfaite. On va essayer d'aller vraiment plus dans répondre aux besoins émotionnels, aux envies de la personne pour ensuite ramener un certain équilibre. Mais le passage obligé pour guérir d'un trouble alimentaire, là, ça ne sera pas dans la restriction puis dans la rigidité comme on l'a appris en diabète. Je vais continuer, mais c'est sûr que là, ça va être le côté insuline qui va embarquer. Donc, c'est d'ailleurs le petit à côté. Gérer son insuline en fonction de l'alimentation et non l'inverse. Dans un monde parfait, moi, je propose personnellement de gérer l'insuline en premier, d'utiliser l'alimentation comme un complément. Par contre, si on a un trouble alimentaire ou une relation troublée avec les aliments, peut-être que même juste utiliser l'alimentation en complément de la gestion d'insuline, c'est peut-être même trop. Donc, ça, c'est du cas par cas qu'on va voir en clinique. Donc, on a un grand besoin d'éducation thérapeutique sur les principes de gestion d'insuline. Donc, d'aller plus loin un petit peu dans nos connaissances de comment ça fonctionne l'insuline, comment on peut gérer des situations spécifiques, que ce soit les fêtes, que ce soit le sport, que ce soit l'alcool. Donc, c'est ça, ça requiert vraiment une grande éducation thérapeutique. Je sais que le programme Better a une plateforme pour ça. Je ne l'ai pas encore navigué, mais à date, tout ce qu'ils font, c'est excellent. Donc, j'imagine que ça va être excellent. Mais c'est sûr que là, ça, je vais vous encourager à essayer d'utiliser l'insuline pour délaisser le plus possible les pensées rigides face à l'alimentation. Quitte à y revenir plus tard, là, mais il faut décrocher un peu de la mauvaise relation aux aliments pour pouvoir utiliser la nutrition comme une stratégie puis qui fonctionne bien puis qui n'amène pas plus de tort que de bien. Il faut absolument avoir une bonne relation avec les aliments. Donc, voilà ce que j'avais écrit ici, les stratégies nutritionnelles en complément uniquement. Je vais voir dans mon petit chat. OK. Ensuite, le concept de réduction des méfaits. Bon, là, ça, c'est un peu qu'est-ce qui est acceptable pour moi ici, maintenant. Ça peut changer dans le temps. J'y reviens dans les prochaines diapos. Mais c'est sûr que potentiellement, temporairement, quand vous êtes en guérison de troubles alimentaires, ça se peut que la glycémie soit un petit peu moins bien gérée. Ce n'est pas l'objectif que la glycémie soit moins bien gérée, mais ça se peut que ça soit un petit peu moins bien géré. On va aller essayer de tout mettre des plasters là-dessus avec la gestion de l'insuline. Mais temporairement, pour se rendre à aller mieux après, ça vaut la peine. Donc, c'est ce que j'appelle un passage obligé. Je ne vais pas faire des comparaisons entre les maladies, puis je ne vais pas comparer ça avec avoir le cancer, là, mais juste pour vous expliquer, si vous avez le cancer demain matin, puis on vous dit vous devez aller en chimio pour guérir du cancer, il n'y a absolument rien de plaisant dans la chimio, mais c'est un passage obligé pour éventuellement aller mieux. Donc, dans le diabète avec un trouble de relation aux aliments, c'est un peu la même chose. Guérir de ça, c'est vraiment souffrant, c'est pas facile, c'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de lâcher prise sur la perfection, peut-être qu'on va se faire juger plus parce que nos glycémies vont être un peu moins belles, tout ça, mais après ça, vous allez avoir la chance de pouvoir aller bien pour tout le temps par la suite. Donc, moi, j'appelle ça un passage obligé, mais qui vaut vraiment, vraiment la peine de passer par là. Donc, encore une fois, si c'est possible pour vous, je vous encourage à vous entourer de professionnels qui sont spécialisés en troubles alimentaires, qui connaissent le type 1 très bien. Puis si vous avez aussi des pensées vraiment reliées au poids, qui connaissent aussi très bien la gestion du poids dans un monde parfait. Il n'y en a pas plein, comme je disais, mais il y en a. Donc, je reviens aux 10 principes de l'alimentation intuitive. Regardez l'heure et la glycémie en même temps. On va prendre une autre petite gorgée. Donc, dans les 10 principes de l'alimentation intuitive, le premier principe, c'est rejeter l'aura des diètes. Donc, nous, que ce soit pour perte de poids ou pour gestion de glycémie, là, je vais dire rejeter l'aura, l'espèce de holy grail de l'alimentation parfaite, là, de la parfaite personne qui mange parfaitement bien. Donc, pour ça, on ne laisse pas tomber l'idée que l'équilibre glycémique est très important. Donc, l'équilibre glycémique reste très important. Je ne suis pas en train de dire que ce ne l'est pas. Mais est-ce qu'on peut essayer de reculer un petit peu, de s'auto-observer dans les dernières années, de voir est-ce que ma rigidité alimentaire a peut-être causé plus de tort que de bien, finalement, à la fois pour mon poids ou ma glycémie. Donc, avec l'espèce de cercle vicieux que je vous ai montré tantôt, peut-être qu'en étant extrêmement rigide, finalement, je suis tombée dans le binge eating. Le mot me manque en français comme une espèce de crise de boulimie, puis que finalement, ma glycémie était plus débalancée que si je n'avais pas été aussi rigide que ça. Donc, pour vraiment faire le pour et le contre,
qu'est-ce qui fait plus de mal que de bien peut-être, là. Donc, il faut aller regarder ça. On va essayer de changer son focus de la diète à l'insuline, aller essayer de gérer avec l'insuline le plus possible pour nous libérer justement des pensées qui sont obsessives par rapport à l'alimentation. Euh, on accepte aussi, comme je disais, que l'équilibre glycémique sera peut-être temporairement moins bonne, avec l'hypothèse que va être meilleure plus tard, parce qu'une bonne relation avec les aliments va nous aider à avoir une meilleure gestion de la glycémie. Ce n'est pas une affaire de 2 semaines. Là. Ça prend du temps, ça prend de la pratique. Et c'est pour ça que je dis que c'est souffrant, c'est demandant quand même. Ce passage-là est demandant. On va essayer, dans la mesure du possible, de ne pas comparer notre alimentation avec l'alimentation des autres diabétiques. On a tous et chacun une façon de manger qui nous convient. Donc, il y en a beaucoup parmi nous qui sont keto, low carb, vegan, peu importe. On essaye de vraiment se détacher des comparaisons. Très facile à dire, pas très facile à faire, mais on essaye. Puis, on essaie aussi de se détacher de la pression de performance devant notre équipe de soins ou devant nos proches et notre famille. Donc, moi, si vous vous sentez à l'aise, je vous propose de parler à votre équipe de soins, dire que vous êtes dans une espèce de démarche pour avoir une meilleure relation avec l'alimentation, puis que vous acceptez, que vous êtes au courant que peut-être la glycémie va être un petit peu moins bonne, mais qu'on va essayer de venir là, tout, pas camoufler, mais tout régler. En fait, tout régler ça avec l'insuline, mais c'est une démarche que vous croyez qu'à long terme va être meilleure. Puis je vous l'annonce, mais je ne vous l'annonce pas, au contraire. On a le diabète pour toujours. Fait aussi bien régler ça, puis pouvoir passer à un autre appel par la suite. Ensuite, vous avez ici le deuxième principe qui est honorer sa faim. Puis, il y en a un autre qui est le rassasiement. Attendez que je trouve le... Oups, c'est moi qui ai fait ça. Oui. Reconnaître sa sensation de rassasiement, qui serait le 6e. Donc, ces deux-là, pour faire court, là, donc, honorer sa faim, bien, premièrement, facile à dire, vraiment pas facile à faire. Des fois, on ne sait même pas si on a faim ou on n'a pas faim. Donc, apprendre à reconnaître c'est quoi la faim. Apprendre à ne pas juger sa faim. Donc, je vous donne un petit exemple. Je peux avoir une faim qui est vraiment physiologique. Là. Mon estomac se tord, j'ai vraiment faim. Il faut que je prenne juste au moins une petite bouchée. Mon corps n'en peut plus. C'est vraiment une faim physiologique. Je peux avoir aussi une faim qui va être différente de ça. Par exemple, je peux avoir une faim qui est plus de l'appétit. Donc, le fameux exemple, on va au restaurant ensemble, tout le monde détache son bouton à la faim, on n'a plus faim. Puis là, le serveur avec un plateau de dessert. Puis là, il nous montre les desserts, surtout quand ils sont en exemple en vrai. Là, tout d'un coup, on a encore faim. Puis je vous dis un secret de nutritionniste, nous avons 2 estomacs. C'est faux, on n'a pas 2 estomacs, mais on dirait qu'on a un deuxième estomac pour le dessert. On dirait qu'il y a toujours de la place pour le dessert. Donc, reconnaître sa faim, c'est difficile, mais après ça, il faut l'honorer, cette faim-là. Puis, c'est pas parce que c'est pas une faim physiologique qu'on ne répond pas. Donc, ça, il faut aussi accepter que des fois, la faim par appétit est aussi une faim qui est tout à fait convenable, qui est tout à fait correcte, puis qu'on devrait aussi honorer. Donc, on pourrait le voir en détail un petit peu plus loin. Encore une fois, même chose, je vais vous dire. On va gérer avec l'insuline, on va gérer avec les restrictions alimentaires quand on veut guérir, dans le fond, d'une relation troublée avec les aliments ou quand on veut devenir vraiment un mangeur intuitif. L'autre chose, c'est ça qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a certaines choses qui vont nous donner faim. Certaines personnes, le stress va leur donner faim. D'autres personnes, le stress va leur couper la faim. Donc, on va essayer d'aller voir que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas faim. C'est ça, dans le fond, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a faim ou pas faim que c'est nécessairement... il faut un peu l'analyser, cette faim-là, pas la juger, puis voir si on choisit d'y répondre ou pas. Évidemment, nous, quand on est en hypo, on a extra faim. Donc, ça, il faut répondre à l'hypo, mais des fois, c'est un peu ça qui fait qu'on a de la difficulté à s'arrêter quand on répond à l'hypo, parce que la faim est immense, là, surtout quand c'est une hypoglycémie de nuit. Donc, voilà. Ensuite, ben, reconnaître la sensation de rassasiement. Donc, juste pour faire vraiment court, faim, je ressens des symptômes, je peux avoir des fatigues, des étourdissements, je peux être de mauvaise humeur. Rassasiement, c'est j'ai mangé, puis là, je me sens correct. Je suis rassasiée. La satiété, ça, c'est je me sens correct pendant combien de temps? Fait que si il est midi, j'ai dîné, j'ai plus faim, c'est bon, mais à 1 heure, j'ai encore faim, ben, j'étais rassasiée peut-être, mais pas assez longtemps pour me rendre au prochain repas, ou ben, peut-être que j'ai la chance de pouvoir manger quand je veux, mais ce serait ça la différence entre la faim, le rassasiement, puis la satiété. Ensuite, j'ai mis 3 catégories ensemble. Donc, faire la paix avec tous les aliments, cesser de catégoriser les aliments, puis quand j'essaie de tasser ma barre. Puis l'autre, c'est découvrir le plaisir de manger.
Donc, pour ceux-là, ce que je voulais dire, en fait, c'est que la santé dans l'assiette, ça passe aussi par le bien-être mental. Ça passe pas juste par les fruits et légumes. Ça passe par le bien-être, comment je me sens dans mon assiette, puis la satisfaction que j'ai à manger cette assiette-là. Je vous donne un petit exemple. Quand je ne suis pas satisfaite, par exemple, j'ai envie de manger des chips, je me dis non, je ne peux pas manger des chips, c'est pas bon pour la santé. Je vais croquer des céleris parce que ça fait crac-crac, il paraît que ça ressemble à des chips. Et je croque des céleris, je croque des céleris. Je ne suis pas satisfaite, je n'arrive pas à combler mon espèce de besoin. Je les mets dans le sel pour que ça goûte les chips. Ça ne goûte pas les chips de toute façon. Je vais aller me chercher une pomme, j'essaie de combler ça, puis finalement, je vais finir par tomber dans le sac de chips de toute façon. Donc, je n'ai pas été satisfaite, même si j'ai rempli mon estomac. Donc, probablement que j'aurais été mieux de manger les chips dès le début. Donc, la santé dans l'assiette, ce n'est pas juste une question de poids ou de glycémie, c'est aussi une question de bien-être mental, de satisfaction. Puis, une chose qui est très importante pour moi de dire, c'est qu'on a tous le droit à nos préférences puis à nos émotions à table. C'est comme si un peu on s'était dit que nous, on n'avait plus le droit d'avoir des préférences, des envies, manger des émotions, de l'appétit, mais c'est pas vrai. On a le droit tout à fait, là, avec le diabète de type 1, et c'est très possible de combler nos fins émotionnelles ou nos fins par plaisir, même si on a le diabète de type 1. Il faut apprendre à comment le faire sans que ça ait trop d'impact sur notre santé physique. Encore une fois, avec la gestion d'insuline. Ensuite, réapprendre à classifier les aliments selon leur impact sur la glycémie. Comme je disais tantôt, nous, ça ne pourra jamais être complètement désinformé, l'alimentation intuitive. Mais au lieu de catégoriser les aliments comme étant des bons ou des mauvais aliments, ou des méchants ou des gentils aliments, on va vraiment essayer de les classifier sur leur impact sur la glycémie, mais sans jugement. Donc, ça a un impact de telle façon sur ma glycémie. Si je le combine avec une protéine, ça a tel autre impact. Si je le mange le matin au lieu du soir, ça a tel autre impact. Donc, essayer d'être détaché de ça, c'est juste des faits. C'est des faits de la même façon que je dis j'ai les cheveux châtains, c'est un fait. Le sirop d'érable, ça goûte bon, puis ça fait monter ma glycémie rapidement, c'est un fait. Je ne vais pas juger le sirop d'érable, je vais juste reconnaître que c'est une caractéristique du sirop d'érable. Aussi, l'autre chose qui est importante à dire ici, c'est que avoir du plaisir, ça fait aussi partie de la santé. Puis la santé, c'est pas juste la gestion de la glycémie. La santé, c'est beaucoup plus large que ça. Avoir du plaisir à table, c'est vraiment important. Alors, on mange, en moyenne 3 à 6 fois par jour, les gens. Donc, si 3 à 6 fois par jour, les autres personnes ont du plaisir, puis nous, on n'arrive pas à avoir ce plaisir-là, je pense que c'est pas très santé, là. Donc, il faut trouver une façon de garder le plaisir à table, malgré le diabète, et oui, ça se peut. Ensuite, reconnaître justement le tort que toutes ces catégorisations nous ont fait vivre. Là, quand on a catégorisé les aliments, probablement qu'on est rendu avec plusieurs mythes dans notre tête, probablement que ça nous a causé du tort, peut-être que ça nous a fait avoir des pertes de contrôle par la suite. Donc, reconnaître ça, essayer de corriger ça. Un exercice qu'on peut vous inviter à faire, c'est de dresser la liste des aliments que vous vous êtes interdits. Essayer de les classifier du plus interdit au moins interdit. Puis les mythes que vous pouvez avoir avec certains aliments. Des fois, on ne sait pas que c'est un mythe, mais écrire toutes nos pensées qui viennent avec les aliments. Si je pense à, par exemple, les gens qui disent l'aspartame fait engraisser. Bon, je pourrais écrire ça sur ma liste, puis après ça, aller adresser ces mythes-là avec un professionnel de la santé ou sinon Google, mais avec vraiment un œil critique. Puis, si les aliments interdits, dans le fond, vous avez fait la liste, puis vous voulez les réintroduire, vous commencez toujours par celui qui est le moins interdit. Donc, celui qui est le plus facile à réintroduire, vous le testez, vous le remettez. Ça va être plus facile d'avoir je ne sais pas comment on dit en français, un win, un gain, un trophée, ou je ne sais pas trop comment dire. Ça va être plus facile d'avoir votre win de cette façon-là, en commençant par celui qui vous fait le moins peur. Puis, tranquillement, pas vite, vous pouvez réintroduire chacun des aliments, idéalement accompagné, mais je sais très bien que ce n'est pas toujours possible. Ensuite, le principe numéro 7 qui est vivre ses émotions avec bienveillance. Bien, la saine gestion des émotions, c'est une espèce de... Dans le fond, on a tous un coffre à outils, si je peux dire, avec différents outils. Peut-être qu'il y en a qui ont 25 outils, peut-être qu'il y en a qui ont 2 outils dans leur coffre, puis c'est les outils qu'on utilise pour la gestion de nos émotions. Donc, par exemple, si je vous donne comme exemple, moi, j'ai seulement un tournevis dans mon coffre à outils. Puis quand je suis stressée,
j'ai des clous à cogner, si je m'en vais un peu partout. J'ai des clous à cogner, j'ai juste un tournevis. Bon, je peux cogner mes clous avec le manche de mon tournevis. Ça devrait faire un job correct, mais ce ne sera pas nécessairement la meilleure job. S'il faut que je cogne tous les clous pour construire ma maison avec mon tournevis, ben, je risque de briser le manche ou mes clous risquent d'être mal cloués, donc ma maison mal bâtie. Donc, mon outil que j'utilise, par exemple, manger parce que je suis stressée, il est correct, mais il n'est peut-être pas le meilleur. Je serais bien mieux avec un marteau ou je ne sais pas quoi d'autre, mais mettons, je serais bien mieux avec un marteau. Il doit y avoir des trucs automatiques à ce temps. Mais si j'en ai pas un marteau, ben, il faut que j'essaie de développer, d'aller acquérir un marteau. Donc, d'aller développer différentes façons, différents outils pour gérer mes émotions avec bienveillance. Donc, ça, il faut être un petit peu, encore une fois, souvent en alimentation intuitive, on va vous dire d'être des détectives de vous-même. Sortez de vous et observez-vous sans jugement, ça, c'est le plus difficile. Mais si vous êtes capable de vous observer, de dire, ah ben, je me rends compte que, par exemple, à chaque fois que c'est la fin de session à l'école, je vais tomber dans le binge eating. Fait que là, je reconnais ça sans jugement. Je ne me dis pas, je suis donc bien conne de faire ça. Je me dis, c'est ça qui arrive. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux trouver d'autres tactiques pour gérer mes émotions? Puis après ça, il faut les développer. Ça aussi, ce n'est pas nécessairement facile. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Respecter son corps, je vais passer rapidement. Là, respecter son corps tel qu'il est, ça, c'est dans l'alimentation intuitive par rapport à l'image corporelle. Ce que moi, je peux dire, c'est je suis plutôt fan de la neutralité corporelle, d'accepter ce corps que j'ai là, que je le trouve beau ou pas beau. C'est intéressant de trouver son corps beau, mais aussi, on peut un peu trouver ça neutre. C'est ça qui est ça, c'est pas nécessairement extrêmement important, c'est pas nécessairement ce que les gens apprécient de moi, mon corps. Mais là, pour le diabète, ce que je vous dirais, c'est la même neutralité. Oui, on ne fabrique pas d'insuline. On a ça, c'est ça. Il n'y a rien qui va changer ça. Donc, je suis neutre par rapport à cette information-là. Oui, ça me dérange. Là. Mais je veux dire, je vais rester neutre par rapport à cette information-là. Qu'est-ce que d'autre je peux faire? Moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup de positifs. Aussi, le diabète, pas juste du négatif. Mais c'est ça que je vais focuser là-dessus. Bon, c'est bien plate, puis oui, je l'enlèverais si j'avais la chance de pouvoir l'enlever, en fait, l'enlever. Je le remettrais, mes cellules qui fabriquent l'insuline, mais là, c'est ça, je suis neutre un peu par rapport à cette information-là, puis je vais plus aller voir le positif que ça m'a apporté dans la vie. Entre autres, je suis devenue une clinicienne avec une vision un peu différente parfois des soins, puis j'apprécie ça de moi. Ensuite, ressentir les bienfaits de l'activité physique, qui est le 9e. Bon, il reste combien de temps? Il ne reste pas beaucoup de temps. Ressentir les bienfaits de l'activité physique, ça, c'est très difficile dans notre cas. Parce que dans l'alimentation intuitive, on va vous inviter à ressentir tout le bien-être quand vous allez marcher, quand vous allez courir, quand vous faites du sport, que vous aimez tout ça. Je sais que nous, on va juste marcher plus longtemps que prévu, magasiner, faire l'épicerie, puis ça se peut que ça tombe en hypo. Fait qu'on est un petit peu en bataille, là. On ressent les bienfaits de l'activité physique, mais en même temps, ça demande beaucoup d'efforts mental et d'acceptation de faire de l'activité physique. Fait que l'idée, ça va être vraiment de focusser sur le bien-être physique que ça m'apporte outre la chenoute de diabète, outre l'hypo, la gestion d'insuline, tout ça, puis d'essayer de focuser aussi sur apprendre. Bon, j'apprends que moi, ça fait 2 fois que je vais faire l'épicerie. Dernièrement, je suis enceinte, là, puis je tombe en hypo, puis c'est pas une grosse marche, l'épicerie, là. Donc, ça fait 2 fois. Là, j'apprends. Donc, là, la prochaine fois que je vais à l'épicerie, ben, je vais me prévoir quelque chose ou je vais gérer mon insuline différemment. Fait que je vais focusser sur mes apprentissages comme j'ai mon bienfait de l'activité physique, pas nécessairement l'épicerie, mais en tout cas, j'ai mon bienfait de l'activité physique, puis j'ai mon bienfait de mon apprentissage de cette activité physique-là. Je ne peux pas effacer le trouble qui vient avec l'activité physique non plus, mais il ne faut pas que ça prenne toute la place dans ma tête. Il faut vraiment que je change mon focus. Et d'ailleurs, il y a un webinaire vraiment bon là, de l'équipe Better sur l'activité physique, qui est un très bon début pour commencer à faire de l'activité physique. Puis l'activité physique, de toute façon, dans toutes les études, c'est vraiment bien démontré que c'est plus bénéfique. Ça fait plus de bénéfices que de tort quand même, là, incluant pour les diabétiques de type 1. Donc, vraiment, ça vaut la peine d'essayer de trouver c'est quoi notre façon de faire l'activité physique qu'on aime, puis qu'on est capable de gérer la glycémie avec ça. Et le dernier, je vais aller vite, honorer sa santé et ses pavés gustatives. Il est entouré parce que je trouve que c'est probablement le plus important pour les gens qui ont une maladie chronique. Donc,
la première chose que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que oui, il faut honorer notre santé malgré qu'on veut manger intuitivement. C'est un peu les deux. C'est trouver, dans le fond, la meilleure façon de valser avec les deux. Des fois, ça va être plus d'honorer ses papilles gustatives qui est meilleur pour la santé. Des fois, ça va être plus de penser juste à la santé. Je l'ai dit, je suis enceinte présentement. Tant pis pour mes papilles gustatives, je pense juste à mon bébé, puis ça ne me fait pas d'effet mental parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Quand je vais accoucher, je vais sûrement manger du sushi le lendemain. Et ça va être le genre de façon que je vais valser entre les deux, honorer ma santé et mes papilles gustatives. Et il ne faudrait pas tomber non plus dans l'espèce de rigidité. On a une certaine forme de rigidité dans l'alimentation pour toutes sortes de raisons. Il ne faut pas tomber dans la rigidité de je veux juste manger intuitivement, puis je laisse tout tomber, puis la glycémie, c'est pas si important que ça. C'est pas ça que je dis. La glycémie, c'est important. Honorer ses papilles gustatives, ses envies, ses émotions, son bien-être mental, c'est important aussi. Puis, est où la zone grise où je me sens confortable? Donc, c'est ça, puis c'est ça, je veux dire, dans le fond, la santé globale, la glycémie, puis la bonne relation aux aliments, c'est pas exclusif. Ça peut tout cohabiter ensemble. Puis, il faut trouver justement qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Présentement, ce qui fait du sens pour moi, c'est de manger de façon à juste gérer ma glycémie parce que je suis enceinte, puis c'est ça que j'ai envie de faire, mais ce ne sera pas toujours la même chose. Là, ça l'achève pas mal. Les facteurs limitants, c'est sûr qu'un trouble alimentaire présent, comme je dis, il faut le guérir ou en tout cas l'améliorer vraiment beaucoup avant de pouvoir manger intuitivement. L'approche nutritionnelle qui nous a été imposée au début du traitement, ça laisse des traces, là. Donc peut-être ça peut nous suivre, ça peut nous empêcher un petit peu d'aller vers l'intuition. Désir de perte de poids, ça, c'est vraiment quelque chose d'un boulet, là. Si on a un désir de perte de poids en plus d'un désir de gestion d'insuline, il y a vraiment besoin de travailler aussi cet aspect-là. L'accès à l'éducation thérapeutique. Là, je disais gérer avec l'insuline, mais il faut avoir les connaissances pour pouvoir le faire. C'est accessible, ces connaissances-là, mais il faut aller les chercher quand même. Accès aux meilleures technologies, bon, ben, je ne vous cacherai pas que ceux qui ont un CGM, c'est beaucoup plus facile. Ceux qui ont une pompe, c'est un peu plus facile que ceux qui ont des injections, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à tout ça. Donc, il y a des injustices quand même là-dedans. Même aspect financier, encore une fois, pour la technologie, mais aussi pour l'alimentation. Si moi, manger intuitivement, c'est manger des huîtres, puis je n'ai pas de sous pour manger des huîtres, ben, je ne pourrais pas. Donc, il y a vraiment des aspects limitants aussi au niveau des sous. La présence d'intolérance ou d'allergie ou d'autres problèmes de santé peuvent être aussi limitants. Puis nos proches ou notre équipe de soins qui ne seraient pas soutenants aussi, ça pourrait être un facteur limitant. Les mythes, les croyances sur l'alimentation, heureusement, ça peut changer. Il faut juste aller creuser un petit peu. Donc, en conclusion, vu qu'il reste juste une minute, je pars extrêmement vite. Pour devenir un mangeur intuitif, ce n'est pas de vivre dans le déni de la maladie du tout. Ce n'est pas du tout ma proposition, puis ce n'est pas du tout ma vision du diabète. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une bonne gestion de mon diabète et de ma santé en général, puis aussi de répondre à mes besoins. C'est surtout, c'est pas le déni de la maladie, c'est surtout d'arrêter de vivre dans le déni de notre humanité et de nos besoins physiques et émotionnels sous prétexte que parce qu'on a le diabète de type 1, on ne pourrait pas. C'est faux. C'était peut-être un peu plus vrai avant, dans le temps qu'on n'avait pas des bonnes insulines, mais maintenant, c'est pas vrai qu'on est obligé d'être dans le déni de nos besoins. Donc, moi, je propose qu'il est temps qu'on se réapproprie notre droit d'être autonome, libre et heureux jusque dans l'assiette. Je m'arrête ici et je regarde les questions. Il reste 2 minutes. Est-ce que vous recommandez les produits Arbonne supposément spécialisés en alimentation et produits de soins? Non, en fait, non, je ne recommande rien du tout. Je recommande à chaque personne de trouver c'est quoi la façon de manger qui lui convient. Je ne connais pas beaucoup les produits Arbonne, mais de mes clients qui ont des produits Arbonne, il y en a qui utilisaient des fois les poudres de protéines, on regardait l'information nutritionnelle, ça fit avec leurs besoins, là où ils veulent s'en aller, parfait, mais je ne vais pas vous recommander aucun produit en fait. Très bonne présentation, ça fait du bien, merci. Lorsque vous parlez de regarder les faits sans jugement, c'est vraiment un vrai défi pour les diabétiques de se regarder comme juste observer sans juger, c'est pas facile. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On n'en voit pas d'autres, à moins que ce soit dans le chat. Sarah, si tu en vois d'autres, tu me diras ça. Le webinaire pour l'activité physique, il est là. Non. Je ne vois pas d'autres questions. Puis il y a des questions résolues, fait que j'imagine que ça, je ne vais en mettre pas. Bon, ben c'est parfait. Et que si jamais vous êtes intéressé vous avez d'autres questions qui vous viennent, moi, ça me fait plaisir de répondre par la suite. Là, contactez l'équipe Header, puis je répondrai par la suite sans problème.
Merci beaucoup, Francine. Une bulle d'air frais. Ça fait plaisir. Combien de sirop d'érable pour corriger une hypo? Ça dépend de chaque personne. Mais moi, je n'étais pas en hypo, j'étais en prévention d'hypo. J'ai pris juste quelques gorgées, puis j'observe. Je suis remontée à 4,8. J'étais allée jusqu'à 4,1 pendant que je vous parlais. Devrait être correct. L'alimentation faible en glucides, c'est ça, j'imagine, Sarah, tu as mis le webinaire aussi que vous aviez fait là-dessus. Puis, en tout cas, moi, vite, vite, comme, encore une fois, c'est toujours de trouver le sens que ça fait pour nous. Donc, Geneviève, moi, je ne suis pas contre l'alimentation faible en glucides du tout. C'est chaque personne doit trouver ce qui fait du sens pour elle. Et merci beaucoup, tout le monde. Merci, Joanne. Merci beaucoup. Sarah, tu me diras qu'est-ce qu'on fait? On se déconnecte, puis je me reconnecte avec l'autre lien. OK. Ben, merci beaucoup et bonne fin de journée. Puis le webinaire sera disponible par la suite. On va fermer la présentation. Merci.